Comme nous l'avons vu dans les deux dernières vidéos sur les climats passés, les températures terrestres ont beaucoup varié au cours de l'histoire de la Terre. Ces variations étaient globalement très lentes et progressives, ce qui a laissé le temps à la biodiversité de s'adapter. Mais aujourd'hui, on fait face à un réchauffement inédit qui est causé par des causes anthropiques, c'est-à-dire par les activités humaines. Ce réchauffement, il est inédit car il est extrêmement rapide. Et à cause de ceci, il risque d'avoir des conséquences dramatiques sur la biodiversité, et surtout sur nos sociétés humaines. Grâce au travail des scientifiques du GIEC, nous savons cependant que des solutions existent, mais qui nécessiteront vraisemblablement des changements sociétaux drastiques. Alors quelles sont les causes du réchauffement? Quelles sont exactement ses conséquences? Et comment l'homme pourra-t-il l'atténuer et s'y adapter? Ce sont autant de questions auxquelles nous essayerons de répondre au cours de cette vidéo. Et dans une première partie, ce réchauffement climatique, on va le décrire, c'est-à-dire qu'on va en estimer l'ampleur et en identifier les causes. Et pour commencer, on va essayer de quantifier la vitesse de ce réchauffement. Et pour cela, il s'agit d'abord de bien faire la différence entre deux sciences bien différentes, la météorologie et la climatologie. En fait, il s'agit de deux domaines qui étudient les mêmes grandeurs, à savoir la température, la pluviométrie, l'ensoleillement, etc. D'où la confusion fréquente entre les deux. En fait, la grosse différence entre météo et climat, c'est l'échelle de temps considérée. La météo, c'est la science qui étudie les variations de ces grandeurs en temps réel. Ces variations, elles vont ainsi dépendre de plein de facteurs, comme la position des masses d'air, des vents, etc. Facteurs qui eux-mêmes dépendent généralement du hasard. Alors que la climatologie va plutôt s'intéresser aux tendances sur le long terme. Ainsi, quand on étudie le climat, on va lisser les variations en faisant des moyennes sur de longs laps de temps. En faisant ceci, ça va nous permettre de nous affranchir des facteurs aléatoires et donc de dégager les grandes tendances. Du coup, savoir faire la distinction entre météo et climat, ça permet de comprendre qu'il peut y avoir des périodes très froides, même si on est sur une tendance générale de réchauffement climatique. Les deux ne sont pas du tout contradictoires en fait. Et lorsqu'on lisse les températures sur de grands laps de temps, on arrive ainsi à identifier une hausse bien nette de la température, qui atteint aujourd'hui environ plus 1 degré par rapport à ce qu'on avait avant la révolution industrielle, c'est-à-dire avant 1850. Et attention, ce réchauffement n'est pas vraiment homogène, ni au niveau temporel, on voit bien la présence de sortes de marges d'escalier, avec aussi une accélération du réchauffement à partir des années 80, ni au niveau spatial, car on constate bien que certaines zones se réchauffent bien plus vite que d'autres. Par exemple, les continents se réchauffent plus vite que les océans, et les régions proches des pôles se réchauffent plus vite que le reste du globe. C'est comme ça qu'on se retrouve en France avec un réchauffement qui atteint presque déjà les 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Et les causes de ce réchauffement, malheureusement, elles ne font aujourd'hui plus guère de doute. En 1988, un organisme scientifique est créé par l'ONU pour tenter de comprendre ce réchauffement. Il s'agit du GIEC, ou Groupe d'experts intergouvernemental pour le climat. Au passage, en anglais, cet organisme s'appelle IPCC, comme Intergovernmental Panel on Climate Change. Le GIEC, il ne fait pas de recherche lui-même, mais son but c'est plutôt de faire un rapport de l'état des connaissances scientifiques sur le sujet. En fait, il faut s'imaginer qu'il y a des milliers de chercheurs à travers le monde qui mènent plein de travaux de recherche sur le sujet du climat. Eh bien, le GIEC, lui, il va sélectionner les travaux qui sont les plus sérieux, puis les confronter afin d'en établir une synthèse claire. Et cette synthèse, elle est ensuite déclinée en plusieurs rapports. On a par exemple un rapport complet, un rapport pour les décideurs politiques et un rapport simplifié pour le grand public. Et malheureusement, ces conclusions de ces rapports sont formelles. C'est bien l'humanité qui est responsable de ce réchauffement. C'est pour ça qu'on parle de réchauffement climatique anthropique. Alors comment les activités humaines peuvent-elles perturber le climat ? En émettant des gaz à effet de serre. Alors je rappelle quand même ce qu'est l'effet de serre, même si je l'ai déjà expliqué dans ma précédente vidéo. Il s'agit du fait que certains gaz de l'atmosphère, les gaz à effet de serre, ont la capacité d'absorber une grosse part des infrarouges émis par la Terre, pour les réémettre ensuite vers la surface, ce qui entraîne un réchauffement. Les gaz qui permettent ceci sont, par ordre d'importance, la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, donc le CO2, le méthane, CH4, et le protoxyde d'azote, N2O.
Or, par ses activités, l'homme va perturber le cycle du carbone, ce qui sera responsable d'une augmentation du CO2 atmosphérique. Je ne réexplique pas le cycle du carbone, que j'ai déjà traité en profondeur dans la précédente vidéo, mais ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'il y a 2 flux de carbone supplémentaires qui seront causés par l'humanité. Le principal flux anthropique, c'est la combustion d'énormes quantités de charbon, de pétrole et de gaz naturel, ce qu'on appelle les combustibles fossiles. Ces combustions, elles permettent d'obtenir de l'énergie pour nos activités, mais elles entraînent aussi la libération de grandes quantités de carbone dans l'atmosphère sous forme de CO2. En l'occurrence, on estime ce flux à environ 6 gigatonnes de carbone par an. Et ce n'est pas tout, car la déforestation entraîne également la libération du carbone initialement séquestré dans la biomasse, et qui va donc finir dans l'atmosphère sous forme de CO2. Ce flux-là correspond à environ 2 gigatonnes de carbone par an. En faisant la somme de ces 2 flux anthropiques, on arrive donc à un total de 8 gigatonnes de carbone supplémentaires par an qui arrivent dans l'atmosphère sous forme de CO2. Mais heureusement, certains processus atténuent naturellement cette augmentation. Alors déjà, quand le CO2 est plus concentré dans l'air, il aura davantage tendance à se dissoudre dans les océans, ce qui va permettre de soustraire environ 2 gigatonnes de carbone atmosphérique dans les océans par an. Au passage, cette dissolution additionnelle de CO2 n'est pas totalement bénéfique, puisqu'elle contribue à acidifier les eaux océaniques, ce qui entraîne des conséquences néfastes sur certains organismes marins. L'augmentation du CO2 atmosphérique permet également une meilleure efficacité de la photosynthèse, qu'il utilise en tant que réactif, et qui est le processus essentiel des végétaux. Ainsi, on constate ce qu'on appelle un verdissement de la planète, c'est-à-dire une recrudescence de la croissance des végétaux à travers le monde. Et ce verdissement, il permet lui-même d'amortir l'augmentation du CO2 atmosphérique en le stockant dans la biomasse à hauteur de 2 gigatonnes de carbone supplémentaires par an. Mais bon, malgré ces 2 processus d'atténuation, on constate qu'il y a quand même une augmentation du carbone atmosphérique d'environ 4 gigatonnes par an, ce qui est suffisant sur le long terme pour déséquilibrer l'effet de serre et donc réchauffer le climat. De plus, il semblerait qu'il y ait aussi certains facteurs qui contribuent à amplifier les variations climatiques amorcées par les activités humaines. Premièrement, l'augmentation des températures terrestres peut entraîner une hausse de l'évaporation de l'eau, qui, je rappelle, est aussi un gaz à effet de serre. Deuxièmement, la solubilité du CO2 peut diminuer en cas d'augmentation trop importante de la température des océans. Ainsi, une telle baisse de la solubilité entraînerait un dégazage du CO2 dans l'atmosphère, ce qui amplifierait encore l'effet de serre. Troisièmement, on a aussi l'amplification liée à l'albédo, que j'avais déjà abordé dans la dernière vidéo. L'albédo, c'est le rapport entre l'énergie réfléchie par une surface et l'énergie reçue par la même surface. Alors la surface qui a le plus fort albédo sur Terre, c'est la glace, parce que la glace elle est blanche et donc elle réfléchit bien la lumière. Or, si la température augmente, eh bien la surface de glace elle aura tendance à diminuer, ce qui diminuera l'albédo global moyen, et un albédo qui diminue, ça veut dire davantage d'énergie lumineuse absorbée, donc davantage de réchauffement, et ainsi de suite. Et enfin, on a une dernière boucle d'amplification qui est liée, elle, à la fonte du permafrost. Le permafrost, donc on appelle également pergélisol en français, c'est ce sol gelé qu'on peut trouver sur des hautes latitudes. Et dans ces sols gelés, on trouve du méthane qui est emprisonné par la glace. Du coup, si ce permafrost il fond, le méthane sera libéré dans l'atmosphère. Or, ce méthane, c'est un gaz à effet de serre qui est environ 34 fois plus puissant que le CO2. Donc ce méthane libéré, il aura tendance aussi à intensifier l'effet de serre, ce qui augmentera la température, et ainsi de suite. Et maintenant qu'on connaît précisément quelles sont les causes de ce réchauffement climatique, certains climatologues s'amusent à établir des modélisations afin de prévoir comment sera le réchauffement dans le futur. Alors comment ils font ? En gros, ces climatologues ils vont utiliser des modèles mathématiques qui intègrent l'ensemble des données dont on dispose sur la dynamique climatique. Ces données, ça peut être les informations collectées par les appareils de mesure depuis le début du XXe siècle, mais ça peut aussi être les informations fournies par la mesure du delta O18 des glaces. Et grâce à ces modèles mathématiques, les climatologues peuvent faire des simulations qui reposent sur un certain nombre d'hypothèses socio-économiques. Alors ces hypothèses, ça peut être par exemple l'arrêt des gaz à effet de serre d'ici 2050, par exemple, si on est optimiste. Ou ça peut être au contraire des conjonctures plus pessimistes, donc par exemple le prolongement des émissions sans inflexion. Ainsi, chaque équipe de chercheurs qui s'intéresse à ce sujet, il va donc de ces projections, qui peuvent être parfois assez différentes entre elles, selon le modèle utilisé, ou selon les hypothèses réalisées. Et le rôle du GIEC ensuite, ça va être de collecter toutes ces infos, et d'en faire une synthèse
qui sera publié dans ces rapports. En gros, voici le graphe qui récapitule la dernière synthèse du GIEC pour l'horizon 2100. On s'attend donc, selon les scénarios socio-économiques, à des augmentations de la température globale qui vont de 1,3 degré à 4,8 degrés. Les courbes vertes et oranges, là, c'est si l'ensemble des pays respectent les engagements des accords de Paris, dont l'objectif était de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Bon, on va pas se mentir, si on y arrive, ce sera très très bien, mais pour le moment, c'est plutôt mal engagé. Cette courbe bleue, là, c'est si les États continuent les politiques actuelles, ce qui nous amènerait à un monde à environ plus 3,5 degrés d'ici à la fin du siècle. Et cette courbe rouge, là, c'est le scénario le plus pessimiste dans lequel aucune action ne serait prise. Et là, on arrivera en 2100 avec une hausse conséquente des températures supérieure à 4 degrés Celsius. Alors, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que c'est vraiment si embêtant que ça d'avoir un monde à plus 4 degrés Celsius ? Oui. Et c'est ce que nous allons voir maintenant en traitant des conséquences de ce réchauffement climatique. Déjà, il faut savoir que le réchauffement climatique a un impact considérable sur le niveau des océans, ce qui risque d'entraîner des conséquences dramatiques dans certaines zones géographiques. Cette hausse du niveau marin, elle est en fait liée à deux phénomènes. On a la dilatation thermique et la fonte des glaces continentales. La dilatation thermique, c'est un phénomène physique qui dit que tout matériau qui se réchauffe a tendance à se dilater, c'est-à-dire à prendre plus de volume. Ainsi, lorsque l'eau des océans se réchauffe à cause du dérèglement climatique, elle se dilate, ce qui entraîne une montée des eaux. Alors au passage, cette dilatation thermique, elle ne concerne que les eaux superficielles. En effet, si on trace un profil thermique des océans, c'est-à-dire la variation des températures océaniques en fonction de la profondeur, on se rend compte que les eaux situées sous 1000 mètres de profondeur subissent assez peu les variations de température atmosphérique, et restent toujours aux mêmes températures, entre environ 1 et 4 degrés. Cette limite des 1000 mètres, là, c'est ce qu'on appelle la thermocline. Ainsi, ce sont seulement ces eaux-là, au-dessus de la thermocline, qui sont impactées par le réchauffement climatique, et qui vont donc se dilater à cause de la chaleur. La dilatation thermique, ça pèse pour environ 30 à 50% de l'augmentation constatée du niveau marin. Du coup, pour les 50 à 70% qui restent, il y a un autre phénomène impliqué qui est la fonte des glaces. Et pas n'importe quelle glace, seulement les glaces continentales. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que, au niveau des pôles, on trouve de l'eau sous forme de glace, et ces glaces, elles peuvent soit flotter, donc c'est le cas des icebergs ou de ce qu'on appelle la banquise, soit se trouver sur les continents. C'est le cas des glaciers, et surtout des calottes glaciaires. Alors ces calottes glaciaires, ce sont des énormes masses de glace qui reposent sur un continent, typiquement le Groenland pour l'hémisphère nord, et l'Antarctique pour l'hémisphère sud. Et ces calottes glaciaires, ce sont elles qui contiennent l'essentiel du volume de glace de notre planète. On estime en effet qu'environ 30 millions de mètres cubes seraient stockés dans ces calottes, ce qui est purement gigantesque. Mais à cause du réchauffement climatique, toutes ces glaces, elles ont tendance à fondre. Si la glace flotte, la fonte n'entraînera aucune conséquence sur le niveau marin. En effet, ces glaces flottent déjà en équilibre selon le principe d'Archimède. En gros, leur masse a déjà déplacé un volume d'eau équivalent à leur poids. Lorsqu'elles fondent, elles deviennent de l'eau liquide qui va du coup occuper exactement le même volume que ce qu'elles déplaçaient à l'état solide. Mais en revanche, pour les glaces continentales, elles, lorsqu'elles fondent, les eaux de fonte iront ruisseler jusqu'à l'océan, ce qui entraînera bien une hausse du niveau marin. Ainsi, à cause de la dilatation thermique et de la fonte des glaces continentales, on estime que si le réchauffement climatique continue sur le rythme actuel, les eaux devraient monter d'environ 1 mètre d'ici la fin du siècle. Alors 1 mètre, ça paraît pas beaucoup, mais c'est suffisant pour poser pas mal de problèmes. Déjà, il y a certaines terres qui pourront à terme devenir complètement immergées, et donc invivables. Je pense notamment à certaines zones côtières, ou à certains archipels, comme par exemple les îles Caïmans ou les îles Kiribati. Mais en plus, cette hausse du niveau marin entraînera davantage d'érosion sur les côtes, et pourra aussi causer des intrusions d'eau salée dans certaines zones agricoles. Je pense par exemple au delta du Mékong, qui produit quand même 50% du riz du Vietnam, et dont les sols risquent dans le futur de devenir impropres à la production agricole. Ces conséquences pourraient ainsi entraîner un déplacement de plusieurs centaines de millions de personnes, ce qui contribuerait à déstabiliser certaines régions du monde. Et ce n'est pas tout, car le réchauffement climatique peut aussi perturber le cycle de l'eau.
et ce de plusieurs manières. Alors je rappelle déjà ce qu'est le cycle de l'eau. L'eau liquide des océans, elle a tendance à s'évaporer, ce qui donne de la vapeur d'eau, vapeur qui peut ensuite se condenser en nuages, qui peuvent donner des précipitations. Précipitations qui ruissellent ensuite jusqu'à l'océan, et la boucle est bouclée. Eh bien le problème, c'est que ce cycle de l'eau dépend étroitement des conditions de température. En effet, de plus fortes températures peuvent entraîner une évaporation accrue dans certaines régions du globe, et au contraire, des précipitations plus intenses dans d'autres. Et malheureusement, on constate que le réchauffement climatique, il accentue souvent la sécheresse dans des zones géographiques déjà sèches, et qu'au contraire, il va accentuer les précipitations dans les zones déjà humides, ce qui peut entraîner davantage d'inondations. De plus, l'augmentation de l'évaporation dans certaines zones océaniques est responsable d'une recrudescence des événements météorologiques de grande ampleur, comme les ouragans, les typhons ou les cyclones, événements qui peuvent être extrêmement destructeurs dans les régions touchées. Au passage, chez nous en France, on n'est pas encore touché par des ouragans, mais certaines tempêtes ou pluies diluviennes peuvent occasionner des dégâts considérables, comme on a pu le constater ces dernières années. Autant d'événements qui ont tendance à devenir de plus en plus fréquents. Et de plus, les scientifiques prévoient que la sécheresse estivale en France risque de devenir de plus en plus prégnante, ce qui aura des conséquences sur les risques d'incendie et surtout sur la production agricole, qui est hautement dépendante de la ressource en eau. Troisième type de conséquences sur les populations humaines, les effets sur la santé des individus. En effet, les températures trop élevées ne sont pas seulement désagréables, mais elles peuvent aussi tuer. Ben oui, même en France, à chaque canicule, il y a des morts. Par exemple, lors de la canicule de 2003, on a quand même dénombré plus de 15 000 morts. Et c'est justement ce genre d'événement qui devrait devenir de plus en plus fréquent à l'avenir. Mais il y a des pays où ce problème est encore bien plus important, ce sont les pays tropicaux, où le taux d'humidité important empêche le corps de se refroidir. Bah oui, quand on a trop chaud, c'est l'évaporation de notre sueur qui permet à notre organisme de réguler sa température. Mais si l'humidité est trop importante, cette évaporation ne peut plus se faire correctement, et c'est là que la chaleur devient vraiment dangereuse. Pour étudier l'effet de l'humidité sur le risque de mourir de chaud, les scientifiques ont étudié des centaines d'événements caniculaires, ce qui leur a permis de construire ce graphique. En gros, ils se sont rendus compte que c'est lorsque les conditions de température et d'humidité se trouvent dans cette zone-là, que la vague de chaleur devient mortelle. Alors concrètement, ça signifie que dans un environnement à 60 degrés d'humidité, une température de seulement 38 degrés peut vous tuer en à peine quelques heures. Alors du coup, grâce à ces données et aux projections du GIEC, on peut estimer la fréquence de ces vagues de chaleur létales dans le futur. Et là, on se rend compte que si le réchauffement n'est pas endigué, dans certaines régions du globe, on aura des conditions de chaleur létales pendant la majeure partie de l'année, ce qui rendra ces régions purement inhabitables. Au passage, tant qu'on est dans les effets sanitaires du réchauffement climatique, on a aussi un autre effet, c'est que les zones de répartition de certaines maladies risquent de s'étendre à des latitudes plus élevées. Par exemple, le paludisme, qui est dépendant de la présence d'une certaine espèce de moustique, pourrait frapper des pays plus au nord, et ainsi causer des dizaines de milliers de morts supplémentaires. Et enfin, le dernier effet, qui comme ça fait un peu moins peur, mais qu'on aurait pourtant bien tort de négliger, c'est l'impact sur la biodiversité. Alors le changement climatique, il entraîne en effet des bouleversements considérables dans les habitats des différentes espèces qui peuplent cette planète, ce qui les oblige souvent à migrer ou à s'adapter. Et pour les espèces qui ne peuvent pas migrer et qui n'ont pas le temps de s'adapter, c'est la mort assurée. Ainsi, on énumère un grand nombre d'espèces qui sont menacées par le réchauffement. Parmi ces espèces, on a par exemple les coraux, organismes clés des récifs coralliens, qui sont des environnements très riches en biodiversité. Et si les coraux disparaissent demain, il y a fort à parier que les conséquences sur la biodiversité marine seront considérables et catastrophiques. Et ces impacts risquent de nuire aux sociétés humaines, qui sont largement dépendantes de cette biodiversité pour leurs activités. Par exemple, pour la pêche ou pour l'agriculture. Bon, voilà pour ce tour d'horizon des conséquences du réchauffement climatique qui, comme on vient de le voir, sont très loin d'être anodines. D'où la nécessité pour nos sociétés d'établir des stratégies afin de faire face au réchauffement climatique. Et ces stratégies, on peut les classer en deux grandes catégories, l'atténuation et l'adaptation. Alors commençons par les stratégies d'atténuation. L'atténuation, c'est l'ensemble des actions qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre et donc à limiter l'ampleur du réchauffement climatique. Et on distingue trois grandes pistes d'atténuation que je vais maintenant tâcher d'expliquer. Première piste,
faire en sorte de diminuer notre consommation énergétique. Ça, c'est ce qu'on peut appeler aussi la sobriété énergétique. En gros, on constate que c'est majoritairement la consommation d'énergie qui émet des gaz à effet de serre à cause de la combustion des hydrocarbures. Du coup, si on consomme moins d'énergie, il semble logique de penser que ça pourrait nous aider à diminuer nos émissions. Un exemple de sobriété, la transition vers des moyens de transport moins énergivores, ou autre exemple, la baisse du chauffage dans nos maisons, qui nous permettrait à moindre frais d'économiser des quantités d'énergie non négligeables. Mais il faut quand même être conscient que cette sobriété, elle aura forcément des conséquences importantes sur nos modes de vie, et ça, on va pas se mentir, ça risque d'être compliqué à accepter pour la population. Après, il faut savoir qu'on a quand même tout un panel de solutions qui permettraient de nous faire gagner en sobriété énergétique, mais tout en ayant un impact limité sur nos modes de vie. Donc en gros, il s'agit de toutes les mesures visant à optimiser l'efficacité énergétique. Par exemple, si on isole mieux nos habitations, on consommera moins d'énergie, et ce, pour le même confort de vie. Il y a aussi plusieurs autres exemples, le remplacement des ampoules à incandescence par des LED, l'amélioration de l'efficacité énergétique des systèmes de chauffage, ou encore l'amélioration de l'efficacité des moteurs de voiture. Par exemple, à performance égale, un moteur de voiture électrique sera 3 à 5 fois plus efficace qu'un moteur thermique. Ce qui signifie que, pour parcourir la même distance, on consommera 3 à 5 fois moins d'énergie. Deuxième piste d'atténuation, transitionner vers des énergies décarbonées. Alors l'idée, elle est simple, c'est qu'au lieu de cramer des combustibles fossiles pour obtenir de l'énergie, on obtient l'énergie autrement, de façon plus propre. Alors pour produire de l'électricité décarbonée, on peut notamment favoriser les énergies renouvelables, comme l'éolien, le solaire ou encore l'hydroélectrique. Mais n'oublions pas non plus l'énergie nucléaire, qui est quasiment neutre en termes d'émissions de carbone, et qui au passage produit 2/3 de l'électricité française. Sinon, on a aussi la biomasse, qui est en gros de la matière organique issue de nos cultures ou de nos déchets organiques, et qui pourrait partiellement remplacer l'usage de certains combustibles fossiles. Alors cette biomasse, lorsqu'on la brûle pour obtenir de l'énergie, elle va bien sûr émettre du CO2, mais comme il s'agit de CO2 qui aura été piégé lors de la pousse des végétaux, on est du coup sur un cycle court, et donc sur l'ensemble du cycle, on considère donc que l'utilisation de biomasse est décarbonée. Après voilà, vu que la biomasse ça pèse pour quand même pas grand-chose, la principale stratégie pour décarboner nos sources d'énergie actuellement, c'est plutôt l'électrisation de la société, par exemple en favorisant les modes de déplacement électriques, ainsi que la mise en place de pompes à chaleur pour le chauffage. Mais le tout, bien sûr, doit être associé à une production d'électricité décarbonée, grâce au nucléaire ou aux énergies renouvelables. Et enfin, troisième et dernière piste d'atténuation, la séquestration du carbone. Alors l'idée, encore une fois, est très simple. Il s'agit de retirer le dioxyde de carbone de l'air, afin de diminuer l'effet de serre qu'il procure. Mais si l'idée est simple, dans la réalisation, c'est quand même un peu plus compliqué, même si on a plusieurs pistes pour y arriver. Et la piste la plus simple, c'est tout simplement la photosynthèse. Vous savez que les végétaux sont capables de fixer le CO2 atmosphérique et de le transformer en biomasse grâce à l'énergie du soleil. Et bien du coup, il suffirait de favoriser ce processus en plantant des arbres et en reboisant certaines zones, afin de pouvoir stocker des quantités considérables de CO2 dans la biomasse. Seul problème, une fois que l'arbre meurt, sa matière organique a tendance à se décomposer et à redonner du CO2. Du coup, on comprend bien qu'on ne peut pas se baser uniquement sur le reboisement pour endiguer le réchauffement climatique, simplement parce qu'au bout d'un moment, on n'aura plus suffisamment de surface à reboiser. Mais ce n'est pas la seule piste pour séquestrer le carbone atmosphérique. En fait, on dispose maintenant de technologies qui nous permettent de récupérer le CO2 en sortie d'une centrale thermique, par exemple d'une centrale à charbon. Et ce CO2, on est capable de le réinjecter en profondeur dans les niveaux géologiques, donc au sein de la géosphère, où il pourra être séquestré pendant des milliers d'années. Ainsi, ce type de technologie pourrait permettre de décarboner certaines centrales à charbon ou à gaz. Seul petit problème, ça coûte cher. Et donc pour le moment, les industriels ont un petit peu du mal à se lancer. Autre piste, la séquestration du carbone dans les sols agricoles, sous forme d'humus, donc de matière organique. En fait, comme on l'a vu quand on a abordé le cycle du carbone, le sol y stocke de grandes quantités de carbone, en l'occurrence 3800 gigatonnes, ce qui est quand même 5 fois plus que l'intégralité du carbone atmosphérique. Du coup, il suffirait d'augmenter un tout petit peu ce stock pour retirer des quantités appréciables de CO2 à l'atmosphère. Alors comment on fait pour augmenter le piégeage de carbone dans les sols ?
Eh bien, il existe plusieurs stratégies agricoles qui permettent de faire ça, comme par exemple l'utilisation de couverts végétaux entre deux cultures principales, ou encore l'utilisation accrue d'engrais organiques, comme le fumier ou le lisier. Et enfin, dernier moyen que j'aborderai ici pour soustraire du carbone atmosphérique, qui est un petit peu plus étonnant celui-là, je trouve, c'est le fait de favoriser l'altération des silicates, ce qui permettrait d'accentuer la précipitation des carbonates, et donc de piéger du carbone dans la géosphère. Alors comment on peut faire ça ? En fait, il suffit de broyer des silicates, généralement de l'olivine, afin d'obtenir une sorte de poussière très fine, et ensuite d'épandre cette poussière dans les océans, où elle va se transformer assez rapidement en argile. Bon, on va pas se mentir, cette technique-là aujourd'hui elle est envisagée, mais elle n'a encore jamais été expérimentée pour de vrai, donc il s'agit quand même de rester très prudent là-dessus. Et d'une manière générale, il semble quand même peu probable que ces techniques de séquestration suffisent à régler le problème du réchauffement, sans passer par une diminution drastique des émissions de gaz à effet de serre. Voilà pour les différentes stratégies d'atténuation, qui devraient nous permettre de limiter les effets du réchauffement climatique à l'avenir. Mais malheureusement, quoi qu'il arrive maintenant, un réchauffement d'au moins 2 degrés semble inéluctable d'ici à 2100. Il est ainsi nécessaire de trouver le moyen de nous y adapter. Pour cela, de nombreux États mettent en place des actions visant à réduire les effets du réchauffement sur les populations, actions qui dépendent de choix politiques locaux, en lien avec les problématiques de chaque région. Ces stratégies d'adaptation peuvent être extrêmement diverses. Je me contenterai donc ici de donner quelques exemples d'adaptation en lien avec le contexte de notre pays. Comme on l'a dit tout à l'heure, un des principaux problèmes que la France aura à subir à cause du réchauffement climatique, c'est la recrudescence des sécheresses. Ainsi, il est nécessaire aujourd'hui de mettre en place des stratégies efficaces permettant à l'avenir de gérer ces sécheresses, afin de limiter leur impact sur nos activités. Pour cela, les experts recommandent entre autres une modification des pratiques agricoles, avec notamment un choix de cultures moins exigeantes en eau, mais également l'adoption de techniques permettant de préserver la qualité des sols, le but étant de les rendre plus efficaces pour retenir l'humidité. Parmi ces techniques, on peut retenir par exemple l'agroforesterie, l'absence de labour ou encore l'utilisation accrue d'engrais organiques de type fumier ou lisier. Les techniques d'irrigation peuvent aussi gagner en efficacité, ce qui permettrait d'optimiser l'utilisation de l'eau sans perte de rendement de nos cultures. Et enfin, la mise en place de réserves d'eau peut être envisagée dans certains contextes particuliers, ce qui permettrait de stocker l'eau hivernale afin de pouvoir l'utiliser de manière efficiente pendant la saison sèche, sans qu'il entre en conflit avec les usages de la population. L'autre problème auquel il faudra faire face, c'est l'augmentation des épisodes caniculaires, qui peuvent à terme devenir un véritable problème sanitaire pour les populations. L'adaptation à ces vagues de chaleur passera par un réaménagement des zones urbaines, avec la mise en place de parcs et de verdure qui permettraient d'apporter de la fraîcheur. Des solutions plus techniques existent aussi, avec entre autres l'amélioration de l'isolation thermique des logements, ou encore un usage accru de la climatisation. Bien sûr, le but pour moi n'est pas ici de vous faire un inventaire exhaustif de toutes les adaptations possibles, mais je pense qu'avec ces exemples, vous en avez à peu près compris l'idée. Voilà pour cette dernière vidéo sur les climats de la Terre. Comme nous l'avons vu, le réchauffement actuel est indéniable, à condition bien sûr de savoir faire la différence entre météo et climat. Et grâce aux travaux du GIEC, nous savons aujourd'hui le quantifier de façon précise et modéliser ce qui va se passer dans le futur. Ainsi, il apparaît que les conséquences risquent d'être dramatiques, à cause notamment de la recrudescence des vagues de chaleur létales, de l'augmentation du niveau marin et de la perturbation du cycle de l'eau. Le réchauffement climatique est aussi source d'inquiétude concernant la biodiversité continentale ou marine, de laquelle on dépend largement pour nos activités humaines. Dès lors, il est nécessaire d'adopter des stratégies pour lutter contre ce réchauffement, stratégies qui nous permettront de l'atténuer, mais également de s'adapter. Ces stratégies sont diverses et nécessitent des prises de décision fortes à l'échelle régionale. Et pour éclairer ces décisions, nous pouvons compter sur les rapports du GIEC, qui se basent sur l'ensemble de la littérature scientifique sur le sujet. Mais les solutions envisageables présentent souvent des conséquences, qu'elles soient économiques ou sociétales, conséquences qui peuvent soulever une réactance de la part des populations. Pour faire accepter ces évolutions par les gens, ce qui est primordial dans nos régimes démocratiques, il est ainsi nécessaire de correctement s'informer et de faire preuve de pédagogie. Espérons donc que, à l'avenir, l'humanité arrive à sortir par le haut de cette crise climatique majeure, et le défi sera de taille.